Ce journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Il est 13h à Kinshasa et 1 heure de plus à Goma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de journal. Pendant le Conseil de sécurité, l'ONU qui s'est tenu le jeudi 27 mars 2025, la représentante de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, a lancé un avertissement sans équivoque concernant la situation dramatique dans la province du Nord Kivu frappée par la guerre contre le mouvement rebelle AFC M23 soutenu par l'armée rwandaise. On écoute son propos. Le contexte politique et sécuritaire reste tendu en raison de l'expansion dans l'est de la République démocratique du Congo, de l'Alliance Fleuve Congo AFC et du mouvement du 23 mars M23 soutenu par les forces de défense rwandaises. Cela a conduit le Conseil à tenir des sessions urgentes les 26 et 28 janvier ainsi que le 19 février et celles-ci ont abouti le 21 février à l'adoption de la résolution 2773. Le Conseil des droits de l'homme a pour sa part convoqué le 7 février une session extraordinaire sur la situation des droits de l'homme dans l'est de la République démocratique du Congo, aboutissant à la résolution RES-S37-1 qui crée une mission d'établissement des faits récemment constituée ainsi qu'une commission d'enquête indépendante sur les violations graves des droits humains et du droit international humanitaire commises dans le Nord Kivu et le Sud Kivu depuis janvier 2022. Cette initiative renforce les efforts similaires entrepris par la Cour pénale internationale pour traiter les crimes commis au Nord Kivu durant cette période. Mrs. President. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, en février et mars, l'AFC M23, soutenu par les forces de défense rwandaises, sont entrés plus avant dans le nord et le sud Kivu. Mi-mars, le groupe avait consolidé son contrôle sur le territoire Idjoui et sur plusieurs chefferies sur les hauts plateaux d'Ouvira au sud Kivu, tout en poursuivant son expansion en territoire Walikali au nord Kivu. Aujourd'hui, l'AFC M23 contrôle de vastes pans des deux provinces, Nord Kivu et Sud Kivu, et menace de s'étendre dans les provinces de Chopo et de Maniema. L'AFC M23 a aussi continué de mettre en place une administration parallèle, nommant récemment un gouverneur, 2 vice-gouverneurs et un maire à Bukavu, Sud Kivu. Au Nord Kivu, l'AFC M23 a nommé des administrateurs financiers ainsi qu'un délégué à l'extraction minière qui rappelle le lien entre les conflits armés et l'exploitation illicite des ressources naturelles dans l'est de la République démocratique du Congo. En dépit de nombreux efforts déployés au niveau régional et international, le cessez-le-feu immédiat et sans condition, appelé de ses voeux par la communauté, la CEA, la SADC, l'Union africaine, la résolution 2773 du Conseil de sécurité et plus récemment encore sous l'égide du Qatar, n'a pas encore pris forme. Il est impératif. Pour suite de consultation, l'efficacité est l'un des critères à prendre en compte dans la mise en place du gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement verra le jour à l'issue de consultations nationales qui se tiennent à Kinshasa, capitale de la RDC. Lors de la formation de cette équipe gouvernementale, il faudra veiller à ce qu'il soit efficace pour mettre fin à la guerre d'agression que subit la RDC dans sa partie orientale. L'une des plateformes politiques reçues ce jour par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité a martelé là-dessus à l'issue de ces entretiens. Les détails dans cet élément.
Au 4e jour des consultations politiques, les représentants des plateformes politiques constituant la majorité au pouvoir s'y sont succédés chez le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Chacun est venu avec son cahier des charges et ses propositions sur le gouvernement d'union nationale qui verra le jour après ces consultations. Guylaine Nyembo, vice-premier ministre au plan, prêche pour l'efficacité qui doit caractériser cette équipe gouvernementale à venir. Le mot clé ici, je peux dire, c'est une question d'efficacité en termes de la mise en œuvre du programme du gouvernement. Et comme vous le savez, c'était un travail qui était déjà en cours. Et dans cet exercice, tout ce qui peut être composé doit rester dans cet esprit-là pour que le pays puisse poursuivre les efforts qui sont déjà entamés. Mais ce qui est important, c'est que l'impact puisse être visible au niveau de nos concitoyens, mais aussi en même temps que la réponse que nous recherchons tous sur le plan de barrer la route à ceux qui viennent nous perturber dans cette voie que nous avons déjà tracée puisse être claire devant nous. Pour le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, cette efficacité gouvernementale doit se traduire entre autres dans la formation d'une armée congolaise capable de reconquérir la partie du pays occupée par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23. Il s'agit des grands principes qui fondent tout État, c'est-à-dire le respect de la Constitution, dont découle le respect de l'intégrité nationale, de la souveraineté, et surtout ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que nous ayons un gouvernement qui puisse agir et surtout donner à ces pays une armée qui soit une véritable sentinelle de l'État, qui protège et qui rende la dignité aux Congolais. De son côté, Guy Loando, un autre membre de l'Union sacrée de la nation, estime que les uns et les autres doivent être sincères lors de ces consultations politiques. Ils doivent clairement exprimer leur point de vue pour améliorer la gouvernance en RDC. C'est à cet exercice qu'ils s'y sont livrés face au conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. bazala posa koloba ko critiquer mokonzi ya mboka baya awa babenge bato basi au lieu Twitter na ba compte ba Facebook na ba te bonga yoki biso na oyo tolobi na ye eza na makambo esepelisi ye eza pe na makambo esepelisi ete no moins biso tobimi awa otema na se otema pire kwa tebi ke ono tolobi na ye na ya malamu na ya mabe na oyo tombukisi ye ekokoma pata ta mokonzi ya mboka. À l'issue de ces consultations, Désiré Cachemire Kolongeli va faire la synthèse de toutes les propositions à soumettre au chef de l'État, qui au final nommera le gouvernement avec son premier ministre. Parlons sécurité à présent. Un contrôle pour décourager la détention illégale d'armes dans la population congolaise a été annoncé le jeudi 27 mars 2025 à Kinshasa, capitale de la RDC, par la Commission nationale de contrôle des armes légères et petites calibres de réduction de violences armées. C'est le secrétaire général permanent de cette structure, Landry Bissibi, qui l'a dit à l'issue de la réunion qu'il a présidé à l'intention des autorités militaires d'Interpol et de la police nationale congolaise. Cette opération débutera par la ville de Kinshasa pour s'étendre dans plusieurs provinces du pays. Suivez. C'est pour lutter contre l'insécurité grandissante dans la ville de Kinshasa que l'opération de contrôle de port illégal d'armes va être lancée dans les prochains jours. Plusieurs autorités ont part à la réunion de ce jour. Il s'agit de celles de l'Agence nationale de renseignement, de la détection militaire pour les activités anti-patrie, d'EMIAP, la police nationale congolaise, l'Interpol et l'auditorat militaire. Ces structures vont réfléchir durant 3 jours sur la faisabilité du lancement des opérations de contrôle des détentions illégales d'armes à travers la RDC. Landry Bissidi, secrétaire général permanent de cette commission, a estimé qu'il est primordial de mettre en place une équipe pour peaufiner de stratégies afin que les opérations de contrôle soient une réussite. C'était une réunion préparatoire de mettre en place une équipe pour le contrôle de toutes les armes qui circulent sur notre territoire. Et ces opérations seront menées sous la coordination de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Raison pour laquelle, techniquement,
il a fallu quand même la participation de tous les services de défense et sécurité. Donc, tous les services de défense de sécurité étaient présents pour enfin mettre en place une stratégie ou la méthodologie pour que ces opérations soient menées à bon niveau. Le contrôle de la détention illégale des armes est désormais une priorité pour garantir la sécurité des personnes et leurs biens par les autorités nationales. Dans le cadre de la clôture du mois de la femme, la Commission nationale des contrôles des armes légères et des petits calibres a pris l'initiative d'organiser une activité de démonstration de marquage d'armes, mettant en lumière les compétences des femmes expertes au sein de la commission. Il s'agissait de la démonstration du processus de l'opération des marquages. En marge de la clôture du mois de la femme, la Commission nationale de contrôle des armes légères avait pris l'initiative d'organiser cette activité pour démontrer de quoi la femme experte au sein de la CNC est capable de faire sur terrain. Parce que ce sont des choses que nous avons l'habitude de faire, mais à l'occasion de ces mois de la femme, nous avons eu cette initiative pour démontrer ce que nous avons l'habitude de faire sur terrain. Raison pour laquelle nous nous sommes réunis en Célier afin de démontrer nos capacités à travers cette opération de marquage qui consiste à attribuer une identité unique sur l'arme. Cette réunion marque un tournant décisif dans la lutte contre la prolifération des armes détenues illégalement, tant par les civils que des militaires incontrôlés en République démocratique du Congo. Ce contrôle intervient à un moment crucial où la RDC fait face à l'agression rwandaise dans l'est du pays et la recrudescence de l'insécurité dans plusieurs autres parties. Le chef de service de l'inspection générale de finances, IGF, Jules Alinguete, et le ministre de la Jeunesse et Veille patriotique, Noéla Aïganagato, ont ce jour au Lualaba pour la sensibilisation de jeunes contre la corruption et pour le patriotisme. La délégation du ministre de la Jeunesse et celle de l'inspection générale sont arrivées le jeudi 27 mars 2025 dans la province du Lualaba. Suivez. L'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete, et la ministre de la Jeunesse de l'éveil patriotique, Noéla Aïganagato, sont en mission à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, depuis le jeudi 27 mars 2025. Accompagnés de leur équipe, ils animeront une conférence débat sur les thèmes implication de la jeunesse lualabaise dans la lutte contre la corruption et le patriotisme, destinée à 2000 jeunes étudiants, élèves et membres de milieux culturels et socio-professionnels. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation de la jeunesse congolaise contre la corruption et pour le patriotisme lancée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka le 3 mars dernier à Kinshasa. Et pour finir, au Darfour, dans le Soudan, plus de 8250 enfants pris au piège dans le camp de déplacés du Darfour. Dans les États du Darfour, les violations graves de droits des enfants ont explosé. La situation particulièrement critique avec plus de 6000 déplacés, l'UNICEF plaide pour une action humanitaire immédiate. Suivez. Depuis le début de l'année, 110 violations ont été vérifiées dans le seul Darfour Nord avec une augmentation alarmante des 83% du nombre d'enfants victimes au Soudan par rapport au premier trimestre 2024. À Al-Fasher, plus de 70 enfants ont été tués ou blessés en moins de 3 mois. Quelques 16% des victimes des frappes aériennes sur les camps des réfugiés de Zamzam sont des enfants. On estime que 825 000 enfants sont pris au piège d'une catastrophe qui s'amplifie à Al-Fasher et dans ses environs, a déclaré Sheldon Yates, représentant de l'UNICEF au Soudan. Il est probable que le bilan réel soit bien plus élevé. La mort est une menace constante pour les enfants, que ce soit à cause des combats qui les entourent ou de l'effondrement des services vitaux dont ils dépendent pour survivre, a-t-il ajouté. La situation est particulièrement critique, avec plus de 600 000 déplacés, dont 300 000 enfants, et des pénuries dramatiques d'eau, de nourriture et de soins. Le Darfour compte plus de 450 000 enfants malnutris, dont 146 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère, la forme la plus mortelle. L'UNICEF estime que 500 000 enfants sont en danger de mort si un accès humanitaire immédiat n'est pas accordé pour acheminer les vivres et les soins nécessaires. C'en est fini pour cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Enoch Kalonji pour l'édition de 19h. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.